Bonjour et bienvenue sur l'Écho des Museaux, le podcast qui donne de la voix pour le monde animal. Je suis Marine, une passionnée d'animaux depuis toujours. J'ai avant tout imaginé ce podcast afin de mettre en lumière celles et ceux qui se dévouent dans l'ombre pour les animaux au sein de la vie associative. À travers l'Écho des Museaux, je souhaite valoriser leur engagement et offrir de la visibilité à leurs actions. Qu'elles soient mobilisées pour la prise en charge des animaux abandonnés, la lutte contre la maltraitance, la protection de la faune sauvage ou une meilleure inclusion des animaux dans la société, chaque association sera la bienvenue parce qu'il suffit d'une personne pour changer positivement la vie d'un animal. Les professionnels qui soutiennent la cause animale dans leur activité auront également la parole. Sur ce podcast, retrouvez aussi informations et conseils afin d'améliorer nos relations avec les animaux et optimiser leur bien-être. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Aujourd'hui, je rencontre Élodie, présidente et porte-parole de Moustachu, une association qui recueille lapins, gerbilles, souris et autres rongeurs, qu'on appelle les NAC, pour nouveaux animaux de compagnie. Je suis bien accueillie chez elle, autour de muffins qui sortent du four, et de ces animaux, ces chattes Plume et Prada, qui seront d'ailleurs à l'origine de quelques bruits parasites lors de notre entretien, et de son lapin Kovu aux multiples problématiques de santé, dont Élodie nous fera part un peu plus tard dans l'épisode. Il y a également 3 petites souris recueillies récemment par l'association, sorties d'un laboratoire, dont Élodie est famille d'accueil. Oui, car comme la plupart des associations animales, Moustachu fonctionne avec un réseau de familles d'accueil pour accueillir ces petits pensionnaires dans le respect de leurs besoins fondamentaux. Je m'appelle Élodie, j'ai 25 ans, je suis psychologue et je suis la fondatrice et l'actuelle présidente de l'association Moustachu. C'est une asso que j'ai créée pendant le confinement, donc il y a bientôt 5 ans. Siège social est mon domicile, mais on s'occupe de Lyon, périphérie lyonnaise, et on peut faire des prises en charge en dehors de Lyon. On a des animaux qui sont venus d'un peu toute la France. Par exemple, nos 4 dernières petites souris qui sont sorties de labo, elles viennent d'un labo qui était situé sur Paris. Au niveau des accueils, on fait essentiellement autour de Lyon. En fait, l'une des conditions, c'est d'avoir accès à notre vétérinaire spécialiste NAC qui est à Saint-Priest. J'ai toujours eu envie de créer une asso. Je pense un peu comme chaque personne qui aime les animaux, on a un petit peu ces représentations de vouloir rendre aux animaux ce qu'ils nous ont donné. Et puis le confinement, ça a été un peu une période de grand stop pour moi. J'ai perdu beaucoup de mes animaux juste avant le confinement, de divers facteurs. Mon premier lapin qui est mort à 13 ans de vieillesse, et puis s'en est suivi les copains de Kovu, le petit président de l'asso. Et aussi, j'ai été refusée en master de psychologie, donc c'était vraiment un stop dans la vie. Je me suis dit, bon, on fait quoi de cette période ? Est-ce que je mets en route quelque chose qui ait du sens, ou est-ce qu'on dépérit pendant des mois ? À l'époque, on ne savait pas jusqu'à quand. Et finalement, je me suis lancée. Des fois, on a des projets dans la vie où on se dit, on rêve de faire et puis on ne le fait jamais. Je me suis dit, l'asso, c'est maintenant. Donc j'avais discuté du projet avec 2 amis parce qu'on ne peut pas créer une asso tout seul. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai lancé le projet. Et donc le confinement, ça a été l'occasion de voir mes expériences que j'avais eues dans le monde animal, que ce soit en termes de bénévolat ou par exemple dans mes pratiques équestres, parce que je suis ancienne cavalière. Et aussi dans mes expériences que j'ai eues avec mes animaux et mes lapins en l'occurrence, parce que mes premières années d'études supérieures, ça a été aussi l'occasion de se détacher du foyer familial et se détacher de certaines pratiques qu'on pouvait avoir plus jeune. Et c'est toute cette déconstruction et en fait j'ai eu un petit peu une révélation sur tout ce que je faisais qui mettait en souffrance mes animaux et tout ce que je pensais faire bien parce que j'avais été conseillée comme beaucoup comme par des vendeurs en animalerie ou par 2-3 personnes sur les réseaux et qui étaient des conseils qui n'étaient pas fondés. Et en fait je me suis rendu compte que je ne mettais pas de sens à ce que je faisais avec mes animaux, que j'appliquais bêtement ce qu'on m'avait toujours dit parce que on a toujours fait comme ça. Et en commençant à mettre du sens, j'ai changé mes pratiques et je me suis dit, mais en fait, faut faire des choses en mettant du sens dedans et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi via l'association et sensibiliser les personnes par ce biais-là. Et pourquoi les NAC, pourquoi ces animaux particulièrement ? Parce que j'ai des lapins depuis que je suis toute petite et aussi parce qu'il y a des méconnaissances juste monstres sur nos NAC et c'est des animaux rétrospectivement comme le lapin qu'on a depuis des décennies. Au début, pas pour les mêmes choses. Au début, c'était pour les manger et aujourd'hui, c'est devenu des animaux domestiques. Mais c'est des animaux qui ont toujours partagé nos quotidiens, même pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Il y a toujours un lapin qui a traîné par là, si on prend l'exemple du lapin. Mais pourtant, dont on ne sait pas s'occuper. Où on a des croyances, le lapin est un animal qui ne bouge pas, qui n'est pas social, qui mange du pain.
Et on a toutes des croyances qui en fait sont fondées sur des traditions. Et l'aspect de tradition dans le monde animal, il fait beaucoup de mal et c'est tout un boulot de le déconstruire et de voir comment on peut avancer. Finalement, très peu d'assos qui font les NAC, ou en tout cas qui sont spécialisés bien dans le NAC par rapport aux chiens et aux chats. On fait beaucoup de lapins parce que c'est un animal qui est à la mode et c'est l'animal le plus abandonné en France. Mais on fait autant de la souris, du hamster, de la gerbille, des animaux qu'on a beaucoup récupérés. On fait par exemple très peu de cochons d'Inde parce que finalement, même on n'en a jamais eu à l'association parce que les moments où il y avait des possibilités de prise en charge, nous on n'avait pas de place ou alors on a redirigé vers une autre association. Enfin voilà, on est NAC. Voilà, une volonté aussi de sensibiliser sur les NAC en général et pas que sur le lapin. Là, ça fait 1 an qu'on est assez au ralenti, du fait de situations très compliquées au niveau d'animaux, qui ont beaucoup de problèmes de santé. Financièrement, ça a été vraiment compliqué pendant longtemps. Et puis aussi par un engagement bénévole qui a diminué parce que les familles d'accueil finissent par adopter. C'est difficile d'avoir un engagement bénévole sur la durée. Donc actuellement, on a 9 animaux. On a 5 familles d'accueil. Et pour faire le petit historique de l'association, on était une asso qui était montée à une 40aine de bénévoles. Là, pour diverses raisons, des bénévoles qui ont pris d'autres horizons, qui ont déménagé, sont engagés dans des assos de secteur, ou alors qui sont devenus adoptants, puis du coup se sont désengagés petit à petit de la vie associative. On est une dizaine maintenant. On a un petit noyau dur, mais voilà, on se connaît bien, on fonctionne depuis un petit moment ensemble. Les rendez-vous moustachus, on essaye d'en faire 2 par trimestre. Donc c'est des petits moments conviviaux où on fait des jeux de société, on se retrouve, on discute un petit peu de thématiques. On se fait des petites conférences sur l'actualité vétérinaire, sur quelle est la grande nouvelle scientifique au niveau de nos animaux qu'il faut savoir. On se fait aussi des petites temps d'analyse de la pratique sur par exemple la cohabitation, comment on met en place une cohabitation, ou je rencontre telle problématique de comportement avec l'animal, comment on y fait face, typiquement faire monter le lapin dans la caisse de transport avant d'aller chez le vétérinaire. On a plusieurs petits moments comme ça qui viennent fédérer aussi un peu l'associatif, puisqu'on n'a pas de refuge, donc on n'a pas vraiment de lieu, on peut se retrouver régulièrement ensemble. C'est important d'avoir ces petits rendez-vous-là pour avoir ce sentiment d'appartenance aussi, parce que je pense que c'est pour ça qu'on fait du bénévolat aussi en protection animale à la base. C'est pour s'entourer de personnes qui ont notre sensibilité envers les animaux. On se sent compris et on a l'impression d'avancer avec des personnes qui partagent nos valeurs. Moustachu accorde une importance particulière à une prise en charge globale, non seulement des animaux, mais également des personnes qui cèdent leurs animaux s'ils en ont besoin. Elodie me parle notamment d'un sauvetage poignant qui illustre cette démarche de Moustachu de comprendre et d'accompagner les personnes en situation de souffrance psychique qui engendrerait de manière non intentionnelle à la base de la maltraitance sur les animaux. Moustachu met un point d'honneur à accueillir ces demandes d'aide avec bienveillance et sans jugement. C'est la fille d'un monsieur qui nous a contactés. Parce que elle était absolument gênée. Elle nous avait contactés parce que les mots-clés, quand on cherche dans Google chez nous, c'est bienveillance. Donc son père n'était plus en capacité de s'occuper des lapins et c'est un sauvetage où en fait les lapins vivaient sur les cadavres d'autres. Mais en fait ce monsieur-là il était en souffrance psychique plus, il n'était pas capable de s'occuper de lui-même. Cette dame-là, elle a eu un courage parce que malheureusement, dans de nombreux cas, une association serait arrivée. Ça aurait été le lynchage public après sur les réseaux sociaux, alors que la personne elle a pris la peine d'exposer son intimité, la souffrance de sa famille, pour venir en aide à un animal. Et finalement, nous, on a aidé ce monsieur à être pris en charge en psychiatrie, parce que il avait besoin d'une prise en charge. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux bénévoles, c'est que pour moi, il y a un parallèle entre plus il y a de la souffrance animale, plus il y a la souffrance à côté. Les cas où on est juste sur du sévice, de la méchanceté et de la violence gratuite envers les animaux, dans mon expérience de bénévolat en protection animale, elle est finalement très moindre, ça doit être 2% de toutes les situations de maltraitance qu'on ait pu traiter. C'est que la plupart du temps, c'est une personne qui est complètement dépassée, qui n'est pas bien dans sa santé, qui n'est pas bien dans... Il y a un tas de facteurs qui expliquent qu'elle en soit arrivée là, et la maltraitance, même si elle existe, elle n'est pas volontaire. Et arriver à accompagner ces personnes-là aussi pour qu'elles puissent avoir un environnement plus favorable, c'est aussi faire un pas pour les animaux le jour où elle aura un autre animal, ou des fois on arrive même à un maintien de l'animal dans son milieu et que la situation s'améliore pour tout le monde. On n'est pas juste arrivé, ah vous êtes méchant, on prend l'animal et on s'en va.
Et moi, ça, sur les pages d'associations, je suis désolée de le dire, mais la culpabilisation et la violence, je n'en peux plus. Mais en même temps, c'est juste le reflet du vécu des bénévoles en protection animale. Mais quand on ouvre les réseaux et qu'on voit juste cette personne-là, la méchanceté, la cruauté humaine, l'humain ne vaut pas la peine de regarder ce qu'ils ont fait. Oui, il y a de la souffrance, mais il y a peut-être des choses qui expliquent et du coup sur lesquelles on peut agir. Le fait que je sois psychologue, ça m'est d'une utilité, mais je le dis. Heureusement que j'ai ces outils-là parce que sinon je pense que j'aurais pété un plomb. Parce que quand on n'a pas des outils, des fois, pour mettre de sens ou faire le pas de côté, il y a ce qui est dit et il y a ce qu'il y a derrière. Et de prendre le temps de creuser et d'aller de faire ce pas de côté de mon vécu, de ce que ça me fait ressentir, ce message-là, et de par quel levier je peux prendre le message et accueillir cette demande-là, ça demande quand même un sacré travail et c'est pas toujours facile. Moi, par exemple, avant, je faisais de la modération en plus sur des groupes de conseils de la... J'ai arrêté, ça me rendait dingue. Mais je me suis dit, mieux vaut que je ne dise rien, que je pète un plomb, que je déverse juste de la haine inutilement, qui finalement, à part faire du mal, je vais pas aider l'animal, ça m'aura fait du bien. Quoique après je vais culpabiliser parce que je serais allée au-delà de ce que je voulais apporter. L'idée c'est pas de dire Moustachu est parfait, c'est la parfaite bienveillance, tout le monde est accueilli dans le coton. Mais le fait d'arriver à prendre de cette distance, de dire bon, cette émotion m'appartient, faut que je le diffère de ma réponse. Et des fois, du coup, on prend 2 jours pour répondre à un mail parce que faut différer le vécu de la réponse. Voilà, il y a une demande, et la première demande, c'est une demande d'aide. Spécifions la demande. La demande d'aide, c'est à la fin forcément, c'est je souhaite vous confier l'animal, est-ce que vous avez de la place ? Mais tout avant, c'est je suis en difficulté. Donc moi, ma première réponse, c'est vous avez en difficulté, il y a ça que je peux essayer de vous proposer. Est-ce que vous êtes partant ? Oui, non, mais au moins la demande est faite. Et le retour qu'il y a à la personne, c'est ce que j'ai eu, c'est pas juste non, j'ai pas de place ou pas de réponse, c'est on m'a proposé de l'aide. Il est possible que je sois aidée et accompagnée pour cette problématique-là. Chaque demande d'aide est unique puisque chaque individu et chaque animal ont leur propre histoire. L'accompagnement de Moustachu repose alors sur une approche globale qui implique d'accepter que les personnes en demande d'aide n'aient pas toutes les connaissances, mais qu'elles peuvent apprendre et évoluer favorablement en matière de bien-être animal. Les missions essentielles de Moustachu, notamment la sensibilisation, s'articulent autour de 3 critères fondamentaux. C'est vraiment dans le fondement des valeurs de Moustachu et c'est un peu la ligne rouge que je me suis mise. Pour moi, il y a plus ou moins 3 points essentiels. C'est la capacité à se remettre en question. Personne n'est parfait, on démarre tous d'un point, on a tous fait des conneries, on a tous fait des choses qui ont mis en souffrance ou dans l'inconfort à un moment donné notre animal. Pour pouvoir accueillir quelqu'un, un animal, un abandonnant, un adoptant, il faut pouvoir être capable de se remettre en question soi et donc de laisser la place à l'autre, de pouvoir avoir son potentiel d'évolution. Et de ne pas partir avec le postulat de « moi je sais tout, je transmets, une fois que je t'ai transmis, je suis obligée de faire ». C'est qu'on a tous eu un cheminement et pour arriver aujourd'hui où on en est dans nos connaissances et à devenir bénévole dans une asso, on a eu tout un chemin. Et il faut laisser aux gens la possibilité de faire ce chemin. Donc vraiment cet aspect de remise en question, pour moi, il est central chez Moustachu et c'est une des valeurs qu'on partage, je pense, tous avec les bénévoles et qui nous permet aussi d'être dans un accueil bienveillant. Le deuxième point, c'est on fait la qualité avant la quantité. C'est que l'animal qu'on accueille, on l'accueille de A à Z, autant dans sa santé mentale que dans sa santé physique. Que quand l'animal il arrive dans l'association, il a eu son vécu, il arrive dans des conditions les plus optimales possibles à son bien-être, que ce soit en termes d'environnement, d'accompagnement ostéopathique, vétérinaire, sociabilisation, et que quand il est mis à l'adoption, on n'a pas un animal qui soit encore terrifié par l'humain, qu'on ait un animal qui soit bien dans ses pattes, bien dans sa tête et qui puisse être disposé à découvrir un nouvel environnement avec son adoptant. Et le troisième point, c'est cet aspect de sensibilisation, c'est de rendre accessible la connaissance. C'est que surtout aujourd'hui avec les réseaux, on a accès à un nombre de connaissances. On part du principe que puisque la connaissance est accessible, la personne doit savoir. Et donc le nombre de fois où on se retrouve avec une personne qui, toute contente, elle a acheté un lapin d'animalerie parce qu'elle a trop craqué. Bon, l'animal, on sait que les animaleries c'est pas bien, mais on le voit, le pauvre il est trop mignon, je l'achète pour le sauver, finalement on contribue. Ça c'est des choses qui sont concrètes mais qui sont pas forcément tangibles pour tout le monde. En fait il y a des moyens de faire autrement. On peut sauver l'animal mais si on met de l'argent, on achète, on contribue. Alors qu'il y a moyen de faire pression sur les animaleries. Là, en ce moment, il y a un collectif d'associations qui travaille avec l'Assemblée nationale justement pour interdire la vente de NAC. C'est aussi comme ça qu'on est arrivé à interdire la vente de chiens et de chiens en animalerie. Et c'est petit à petit par son action propre, parce qu'il y a aussi l'effet de tout le monde le fait, donc si moi je le fais, est-ce que ça fait grande différence ? Mais toute grande action commence par l'initiation d'une seule personne. Et on a de plus en plus d'animaleries qui ne vendent plus
aussi d'animaux. Ça existe toujours, mais on voit que les choses ne sont pas figées. Malheureusement, l'animalerie, ça reste du capitalisme et de l'offre et de la demande, et tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Je pense que c'est important de le dire, les animaux qui sont en animalerie ne sont pas perdus, il y a des associations qui sont derrière. Voilà, il y a des gens qui travaillent dans les animaleries, qui aiment les animaux et qui, quand c'est des non vendus, ils font en sorte de leur trouver une solution, ils se rapprochent d'assauts ou de particuliers, enfin voilà. C'est jamais des animaux qui sont jetés à la poubelle. Alors bien sûr, on trouvera toujours un ou deux exemples d'animaux qui ont été, qui ont fini dans des conditions horribles en animalerie, mais n'empêche qu'il y a des solutions quand même, et c'est en mettant en lumière ces actions-là qu'on arrivera à balancer le poids en faveur des animaux. Les personnes ne voient pas forcément le système économique qui est derrière, que le fait d'acheter le lapin, ça contribue à un système, et finalement ils en ont condamné d'autres. Parce qu'on parlait du chemin à faire. Et dans l'association, on tient vraiment à cœur que quand une personne nous fasse une demande de cession, on évite maintenant de dire une demande d'abandon, c'est qu'elle soit accueillie dans sa globalité et en bienveillance, et qu'elle part avec sa situation. Beaucoup, j'ai acheté un lapin dans une animalerie il y a 5 mois, j'ai mis une photo sur les réseaux, je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux parce que je suis censée savoir. Je me rends compte de la montagne de travail que c'est finalement d'avoir un lapin. Je suis pas en capacité de mettre ça en place. Souvent, le raccourci que les personnes font, c'est je rends du coup mon animal malheureux, mon animal sera pas heureux avec moi, donc je lui trouve une solution ailleurs. Et en fait, en prenant le temps, en partant de ce postulat de chacun doit faire son chemin, on prend le temps d'accueillir la demande, et ça nous permet des fois d'éviter des abandons. Et on en a évité plus d'une trentaine comme ça, juste en reprenant le temps. Expliquez-nous, on peut vous accompagner, on peut avoir 2 options. Soit on vous accompagne pour essayer de trouver des solutions ensemble, soit vraiment vous voulez être en lien avec l'animal, et du coup on le voit pour une prise en charge. Et à 80% des cas, les personnes elles sont d'accord pour un accompagnement. Finalement, on arrive à éviter un abandon, que la personne se sente bien dans la relation avec l'animal, qu'elle ait appris, qu'elle ait eu le temps aussi de faire son cheminement là, et qu'on ait quelque chose qui perdure par la suite, qu'on n'ait pas juste j'ai récupéré l'animal d'un milieu qui était maltraitant, mais dans 5 mois l'autre personne elle recommence parce que finalement c'était plus fort qu'elle d'avoir un animal. Donc voilà, pour moi c'est ça la sensibilisation. Comme beaucoup de personnes engagées dans la protection animale, l'attachement profond d'Élodie à cette cause trouve ses racines dans son passé. Elle me parle alors de ses premiers lapins qui animent encore aujourd'hui sa passion et nourrissent son engagement de faire au mieux pour ses propres animaux et les petits protégés de Moustachu. Je pense toujours à mon premier lapin l'un de mes premiers lapins, j'avais Lapinou et Choupi. Et Choupi est un lapin bélier. Et le lapin bélier, c'est un lapin qui est extrêmement à la mode, mais c'est un lapin qui souffre d'hypertype. Et dans la plupart des cas, comme petit Kovu, il se retrouve avec des otites à répétition qu'il faut opérer, ça crée des syndromes vestibulaires et ils ont finalement une qualité de vie qui est vraiment moindre. Et ce petit Choupi, il avait une malocclusion dentaire. Donc en fait, l'alignement des dents n'était pas fait de manière adaptée, ce qui fait que les dents ne se limaient pas. Et chez le lapin, les dents poussent en continu et quand elles ne se liment pas, du coup, ça fait un petit lapin éléphant. Donc moi, quand mes parents ils ont vu ça, ils sont retournés à l'animalerie, on dit si vous voulez, on peut le changer, on vous redonne la même couleur. Et quand on est allé chez le vétérinaire, ils nous ont dit il faut couper les dents. Et aujourd'hui, sachant que en fait, couper les dents du lapin, ça crée des micro-lésions, c'est super douloureux, et que nous, on avait fini par le faire nous-mêmes, parce que ça a un coût d'aller toutes les 3 semaines chez le vétérinaire pour couper les dents. Et j'ai cette image-là de me dire, mais pauvre Choupi, il a vraiment vécu la pire vie de lapin, il a vécu en cage, il n'a pas été stérilisé, il n'a pas été vacciné, il n'a pas... Bon, après j'avais 10 ans, voilà. Mais voilà, on part tous de quelque part. Il allait chez un vétérinaire qui n'avait pas les compétences pour faire du NAC, qui n'a pas su nous rediriger. J'ai eu des noms aussi de la part de mes parents. Quand j'ai parlé d'une opération pour retirer les dents, mais ça chiffre bien, un lapin ça coûte 20 € et puis l'opération elle en coûte 500. Il y a un hommage derrière l'association et une promesse pour nos animaux de leur dire en fait tout ce que vous avez vécu et subi et la souffrance que vous avez subie de notre méconnaissance, de notre ignorance, elle n'aura pas servi à rien et elle permettra d'en sauver d'autres. Et aujourd'hui c'est un peu aussi ce qui nous réconforte quand on perd un animal. On demande souvent des autopsies pour comprendre pourquoi l'animal est décédé. Moi, je demande toujours aux familles d'accueil aussi si elles sont d'accord, si elles le veulent. Moi, j'ai tendance à le demander pour comprendre en me disant celui-là, on n'a pas pu le sauver parce qu'il n'y avait pas la connaissance. Parce que c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour nos NAC, c'est que par exemple nos souris, on fait beaucoup de tests en laboratoire dessus, mais finalement pour les soigner, par exemple qu'elles peuvent avoir des tumeurs, que ça arrive beaucoup. Par contre, les soigner, on ne s'est jamais posé la question parce que les financements de recherche ne sont jamais allés là-dedans.
Et donc, le fait de faire des autopsies, de comprendre pourquoi l'animal est décédé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, et ben ça permettra d'en sauver un deuxième. On essaye de mettre, c'est encore cette question de sens, c'est pourquoi on fait les choses, quel sens on y met et quelle portée ça a. Est-ce que tu peux présenter votre mascotte? Kovu n'est pas vraiment la mascotte, c'est le président de l'asso. Parce qu'on a eu 2 mascottes, on a eu Zébulon et Orphée, qui ont eu un historique de santé très compliqué. Il n'y a pas eu une issue favorable malheureusement pour eux. Ça a été très douloureux de les voir partir. Ça a été des semaines, voire des mois, en passant tous les jours chez le vétérinaire, en faisant des veillées la nuit, enfin voilà. Et donc Kovu, c'est un petit lapin. Je sais même pas si on peut dire que c'est un lapin tellement il a survécu à des choses où je me dis même en tant qu'humain, le quart de ce qu'il a vécu en termes de problématiques de santé. Donc c'est un petit lapin qui va sur ses 8 ans. Qui vivait dans un groupe de 5 lapins avant le confinement et qui s'est retrouvé tout seul. Au confinement, il a perdu tous ses copains un à un et d'ailleurs juste avant le confinement, il a respiré un morceau de foin qui lui a transpercé la trachée et qui a fait un abcès qui comprimait la trachée et la carotide. Voilà, l'entrée en matière de problématiques de santé de Kovu, c'est la première fois qu'elle s'est fait opérer. Et depuis, le veto, c'est devenu notre deuxième maison. Parce que puisque c'est un lapin bélier, il a ensuite enchaîné sur des otites. Des infections qui se sont prolongées sur la bulle tympanique, qui ont rongé l'os de la bulle tympanique, qui ont causé des problèmes vestibulaires et neurologiques. Là, actuellement, il est paralysé à 60% du visage. Là, on dirait pas, mais il a subi 6 anesthésies générales et 3 opérations entre novembre et aujourd'hui. Et en sortant des opérations, le veto m'appelle. Bon, Kovu, il mange, il réclame des câlins. En fait, de base, son poids de forme, c'est 2,5 kg et il est descendu à 1,1 kg. Donc il a perdu plus d'1 kilo. Et là, il se stabilise autour de 2 kilos, mais vu qu'il n'arrive pas à manger tous les aliments solides du fait de ses paralysies, on complète au gavage. Là, avec l'ostéopathie régulièrement, ça commence à aller mieux. Mais à la base, c'est le tien? Ah oui. Oui, il n'est pas passé par assaut, ce petit bout. Élodie évoque aussi la prise de conscience brutale qu'elle a eue en créant son association, puisqu'elle s'est retrouvée confrontée à la complexité de la gestion administrative, financière, au suivi de santé des animaux et à la charge mentale écrasante engendrée par tous ces aspects, avec son lot de doutes et parfois l'envie de tout arrêter. Je vais très stéréotyper le truc, mais le rêve de toutes les petites filles qui aiment les animaux, c'est d'avoir un refuge plus tard. Et en fait... Quand j'ai créé l'association, je me suis pris 2 tartes. C'est que, en fait, le temps qu'on passe avec les animaux, surtout quand on n'a pas de refuge, c'est 10% d'animaux et 90% de prise de tête administrative, de comptable, de répondre aux messages, il faut penser à la communication, enfin voilà. Et puis quand on est une petite asso, finalement, on est très vite très seul et très vite c'est le président qui porte tout sur ses petites épaules. Je généralise parce que récemment j'ai discuté avec d'autres présidents d'associations et il y a plein d'associations qui se mettent en pause de ce fait-là que en fait la charge que c'est un boulot à temps plein d'avoir une association de protection animale et c'est du H24. C'est que moi mon téléphone il est toujours sur sonnerie et s'il y a une famille d'accueil qui m'appelle à 3h du matin, il faut aller chez le vétérinaire, je suis chez le vétérinaire à 3h du matin. C'est aussi une angoisse au début de l'association, j'ai dû faire un travail sur moi parce que dès que mon téléphone vibrait ou quelqu'un m'appelait, c'est limite ça me déclenchait une crise d'angoisse parce que je me disais allez, c'est qui est en train de mourir, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, en tant que président d'asso, surtout quand on fonctionne en famille d'accueil, moi généralement je prenais les cas les plus compliqués en termes de santé ou en termes de comportement parce que j'avais plus de connaissances rétrospectivement dans le lapin. Du coup, c'est aussi pour soulager les familles d'accueil quand ça devient trop compliqué et trop pesant pour elles. Hop, je prends le relais, c'est ça aussi l'intérêt pour moi d'avoir une asso. Mais du coup, en 2023, je me suis retrouvée avec Kovu, qu'il fallait que je veille jour et nuit parce que en sortant de son opération de l'oreille, il ne tenait plus debout. Il faisait des crises vestibulaires, donc ça ressemble à des crises d'épilepsie, c'est absolument horrible à voir. Voilà, je le voyais maigrir à vue d'œil, j'étais tous les 2 jours chez le vétérinaire pour faire des injections. À côté de ça, on avait récupéré une lapine qui vient d'un sauvetage absolument terrible. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir des petits boulots à côté pour payer les frais vétérinaires, sachant que j'étais étudiante à l'époque. Donc déjà, avoir un Kovu en tant qu'étudiant, c'est difficile, mais avoir une asso et un Kovu, en fait, c'était boulot, fac, stage, dodo. Je dormais 3 heures par nuit à peu près. Fallait être réveillé tôt le matin pour avoir les nouvelles de l'animal, faire les soins, parce que ça prend du temps aussi de faire des soins. Et puis tu dis, mon Dieu, j'ai une montagne de factures, je dois encore 2000 € au vétérinaire. Et puis pouf, il y en a un autre qui tombe malade. Et en fait, j'étais rentrée dans une spirale où j'ai subi l'assaut.
Vraiment. Tout n'était que souffrance. J'en étais à un point, en fait, même on mettait tellement d'efforts dans nos animaux et pour finalement qu'ils meurent, on se disait mais on va on met beaucoup d'énergie, on ne dort pas la nuit, puis chaque décès. Enfin, moi, c'est mes petits protégés, donc même s'ils sont pas chez moi, je les investis quelque part parce que j'ai pris des petits boulots à côté pour financer les frais vétérinaires pour qu'ils puissent accéder aux soins, parce que j'ai passé ce temps au téléphone avec la famille d'accueil pour la rassurer sur certains trucs ou l'accompagner, parce que je suis passée pour aider à faire les soins aux animaux, donc c'est tout. Chaque décès d'un animal, c'est compliqué, c'est comme si c'était un de mes animaux à moi qui partait. De mon rêve de sauver des animaux, je me suis retrouvée à payer des factures et à galérer pour payer des factures et pour finalement ne même pas, entre guillemets, en voir le bénéfice et que sur cette période-là, chaque fois j'ai l'impression que le veto m'appelait « bon, un cas rare ». Après, j'ai eu aussi, la vie m'a mis un stop, ma santé m'a mis un stop à un moment donné. Et cette pause a été nécessaire pour refaire le point de bon, là en fait c'est pas vivable, c'est que j'étais en mode robot. Je prends même plus de plaisir, vraiment c'est une torture. Je dis toujours que cette association, c'est mon plus beau projet, mon pire poison. Il y a la spirale de l'engagement où une fois qu'on est dedans, comment on se sort de tout ça? Au début, il y a un peu, je pense, l'engouement du début. On a plein de projets, on veut faire plein de trucs, on va mettre plein de trucs en place. Donc toute cette énergie de nouveau et de création, ça génère aussi toute une effervescence qui attire du monde. Après, on est confronté un petit peu à toute une réalité de terrain où aussi il y a une problématique de temps, c'est que faut manger et que l'associatif ça ne paye pas, ça fait plus perdre de l'argent en tout cas pour ma part et de mon vécu que ce que ça ça en rapporte pas. Ça apporte plein d'autres choses, des liens que je pense qu'on ne peut pas créer ailleurs, mais voilà, ça aussi tout un coût. C'est que moi j'en étais à compter en me disant 25 € c'est un resto ou un vaccin. Du coup non, ce soir je sors pas. Puis de toute façon, en fait, j'ai dormi 8 heures sur la semaine, donc il faut que j'aille dormir. Et là, cette année, pour être tout à fait honnête, je me suis régulièrement posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Je la ferme ou je la ferme pas? Parce que on a des bénévoles qui sont merveilleux, qui sont investis de manière ponctuelle, mais je me sens souvent très seule. Dans la gestion de l'association, c'est lourd à porter aussi, parce qu'en tant que président, il faut porter le fonctionnement, il faut porter la dynamique, on allait jusqu'à une trentaine d'animaux en même temps. Donc ça, pareil, en termes de suivi... Surtout quand on est la seule interlocutrice à appeler quand il y a un problème. Parce que cet asso, c'est un peu le projet de ma vie. Et je me suis dit, ce serait tellement dommage que ça finisse juste sur je suis dégoûtée en fait. Et il y a un autre point aussi qui m'a mis une claque après la création de l'association, c'est les guerres d'ego entre les assos. Moi, je suis arrivée dans un monde de bisounours, où on est tous là pour la même chose, on va tous s'entraider. Je citerai personne. mais vraiment, c'est une réalité. La protection animale est d'une violence. Mais la violence, pour moi, à 50%, elle vient des associations entre elles. On a tous des valeurs différentes, des manières de fonctionner différentes. Mais visiblement, ce n'est pas possible de ne pas être d'accord et de ne pas tacler les autres. Et j'ai pris la décision de m'éloigner des autres assos, de fonctionner moi toute seule avec Moustachu de mon côté. Pour ça, Ça, c'est sûr. Ouais. Et quand tu as dit, du coup, j'ai subi l'association, est-ce qu'aujourd'hui, c'est du passé? Est-ce que tu dirais que tu ne la subis plus? Je suis dans l'entre-deux. Parce que là, on relance. Je suis dans la peur de retomber dans ces vécus-là et dans l'envie de continuer. Donc, je vois comment faire les choses autrement. Mais là, c'est plus en termes de gestion personnelle, d'équilibre vie professionnelle, vie associative, vie perso, parce que comme je disais tout à l'heure, mon téléphone il H24, 7 jours sur 7 pour les familles d'accueil. Dès qu'elles en ont besoin, je trouve ça normal de décrocher le téléphone et de me présenter aussi à elles pour les soutenir. Et là, je découvre ce que c'est les vacances et les week-ends depuis peu, parce que pareil, c'est du continu, c'est pas bon allez je pars 2 semaines en vacances, je coupe tout. Et ça j'ai eu énormément de mal, où je me sentais obligée de faire un message. J'avais toute une organisation, une charge mentale de me dire si je déconnecte un jour, mais en fait un jour je le déconnectais pas parce que je me disais mince si là finalement en fait il y a besoin de moi et que... Je pense que c'est une question qui n'a pas de réponse, en tout cas qui n'en a pas encore actuellement pour moi. Je cherche à trouver comment faire les choses autrement, comment aussi déléguer parce qu'actuellement je gère l'association à moi toute seule, donc j'ai les bénévoles qui soutiennent ponctuellement, qui sont là aussi pour faire vivre tout ça bien sûr, mais en termes de fonctionnement par exemple administratif, de gestion de mails, de réseaux sociaux, à 95% c'est moi qui gère tout.
Quelles sont les principales sources de financement de l'association aujourd'hui ? Est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts, si j'ose dire ? Alors aujourd'hui, la santé financière de l'asso, elle va bien parce qu'on a de la chance d'avoir une communauté qui nous soutient et qui, malgré notre année de ralenti, a continué à faire des dons mensuels. Là, on est à peu près à 230 € de dons mensuels via Teaming et l'OASO notamment. Sur les débuts de l'association, c'est moi qui l'ai financé à 70%. C'est que toutes les économies que j'avais mis de côté, elles ont disparu aujourd'hui. Et pour l'association, et c'est quelque chose que même je n'arrivais pas à dire aux bénévoles, c'est que les bénévoles ne le savaient pas. Et c'est quelque chose que j'avais honte de dire. Avec le recul, je pense, parce que j'avais peur de culpabiliser les bénévoles en disant moi je donne, moi je fais, machin, donc faites. Et je veux pas être là-dedans parce que je trouve ça tellement violent. Et on n'est pas là pour ça dans l'association, de se faire culpabiliser. On donne de notre temps. Prendre le temps de donner 5 minutes par semaine, de donner 1 heure, de donner peu importe, de mettre juste un like sous un post, c'est déjà énorme. Et c'est ce qui fait que petit à petit, on a de la visibilité. Et j'ai mis 2 ans avant d'arriver à le dire. Finalement, ça n'a pas créé de culpabilité, mais je ne sais pas pourquoi, c'était ma grande peur de... Moi aussi, je pense que c'est parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux, de oui, on a eu que ça en don, que machin, et que la protection animale, c'est un domaine, on a très très peu de subventions, on est très peu soutenu par les politiques, on est très peu soutenu par les comités de communes, par tout ce qui peut exister en termes de subventions. La plupart des assos vivent de la générosité des gens. Et moi, je me dis, même donner 2 €, 2 € c'est 2 €. C'est que petit à petit, et 2 €, ça fait 10, puis ça fait 20, puis ça fait 100. Et je préfère être dans la reconnaissance de ce qu'on reçoit que d'être dans le « Ah oui, une année on nous a donné ça et maintenant on nous donne plus ». Donc je préfère remercier les gens pour ce qu'ils donnent, et je me dis ça fera son chemin. Et que finalement, y a personne qui m'a obligée à ouvrir cet asso. J'essaye de garder ça pour moi, dans le sens où je peux pas culpabiliser les gens d'avoir pris la décision un jour de m'engager dans la protection animale, et qu'aujourd'hui je me retrouve à matin, midi et soir et pendant la nuit et à ne plus dormir parce que j'ai cet engagement-là. Vous êtes sur Facebook et Instagram ? Ouais. Vous n'avez pas de site internet ? C'est en cours. Ok, d'accord. C'est un projet qui fait dodo depuis longtemps et là qu'on essaye de concrétiser, parce qu'on avait plein d'idées et finalement, comme je disais tout à l'heure, noyées sous le feu de l'action, des projets comme faire un site web, ça tombe à l'eau, et quand t'as un petit moment de pause, t'as pas envie de te mettre sur des trucs de... Vous avez la ressource pour ça, des gens... On a une personne, une connaissance d'une bénévole qui se propose de le faire bénévole. Avant, on avait une newsletter, là elle est tombée à l'eau parce que celle qui l'écrivait, moi je faisais le design et elle l'écrivait. Elle a eu un développement professionnel qui fait qu'elle avait moins de temps, puis son emploi du temps ne le permettait plus, donc tu vois, ce projet-là est tombé à l'eau. J'aimerais bien aussi le remettre au goût du jour, la newsletter, parce qu'il y avait presque 200 personnes qui la suivaient, donc je sais que les personnes aimaient bien. Donc si ça peut ouvrir, on va être dans une dynamique de renouveau un peu dans l'association, de chercher un peu des personnes qui sont motivées, pas forcément pour être à 100% tous les jours, mais dans mon idéal à moi, ce serait qu'il y ait un engagement quand même un peu sur le long terme, pour qu'il y ait des choses qui puissent se développer et puis qui puissent prendre l'identité des bénévoles aussi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, l'association elle a mon image parce que c'est mon projet et que c'est normal, mais pour moi, la richesse de collectivité, c'est que ça prenne l'empreinte de tout le monde. Pour ça, faut une construction sur le long terme, donc j'aimerais bien... Donc l'association aurait plus besoin de personnes ressources, même pour t'aider toi dans ta fonction de présidente, ou l'administratif ou le développement de la communication, plus que de famille d'accueil ? Dans les besoins essentiels, la communication. S'il y a des goûts pour les réseaux sociaux, pour de la rédaction type newsletter, pour même juste faire des présentations des animaux qui sont un peu rigolotes, ou pour redynamiser notre contenu, ce serait chouette. Je pense que c'est le besoin essentiel actuellement dans l'asso, des familles d'accueil aussi. Actuellement, on n'en a plus beaucoup, parce que les familles d'accueil ont adopté, ont déménagé, Généralement, les familles d'accueil finissent un jour ou l'autre par adopter, ce qui fait que avant on en avait une vingtaine et que maintenant on en a plus que 5. Voilà. Puis aussi il y a la réalité du fait que les animaux sont là sur des accueils longs. On a rarement des animaux qui partent avant 6 mois d'assaut. Donc c'est aussi mine de rien un engagement sur une période qui est quand même plutôt longue. Sur les personnes qui nous proposent d'être là par exemple pour 3 mois, on va plus demander si elles sont disponibles pour faire des gardes
que sur des nouveaux accueils, parce que le temps de trouver une autre famille d'accueil, des fois ça nous prend 3 mois de trouver une nouvelle famille d'accueil. Et si quelqu'un voulait être famille d'accueil, mais se dit, là, comme tu dis, ouais, mais 6 mois, si je dois partir en vacances, est-ce que vous avez des solutions pour les congés ? Je trouve c'est important de le dire, ça. Ouais. Faut savoir que quand une famille d'accueil vient chez Moustachu, déjà, c'est construit avec la famille d'accueil. C'est que la famille d'accueil pose ses limites. Donc, par exemple, moi, les animaux vieux, pas trop. Les animaux qui ont des gros soucis de comportement ou déjà des gros soins, je suis pas très à l'aise. Donc, on fait en sorte de sélectionner pour que ça se passe au mieux. Ça n'a pas d'une fiabilité à 100% parce qu'on a toujours des surprises. On a des fois des animaux qui sont censés être en bonne santé. Mais en tout cas, il y a un travail qui est fait autour de ça. On travaille un projet, en fait. Chaque arrivée, c'est un projet qu'on travaille communément. Et s'il y a un départ un week-end, il y a des vacances, il y a plusieurs options qui s'offrent à la famille d'accueil. Soit on fait un transfert de famille d'accueil, soit on propose une garde à domicile, donc des bénévoles passent pour s'occuper de l'animal. La famille d'accueil peut demander aussi à son entourage si elle peut garder l'animal ou elle peut l'emmener en vacances avec elle. Et si jamais pour x ou y raison, la famille d'accueil doit arrêter du jour au lendemain, c'est mieux si on peut prévoir, si on peut anticiper, mais si du jour au lendemain il y a un souci familial, il faut que la famille d'accueil elle parte je ne sais où, et bien on s'organise pour que l'animal il soit accueilli ailleurs. Je préviens qu'il y a une réalité, c'est que c'est rarement pour 2 mois qu'il y a un animal. Par contre, on travaille ensemble, c'est pas l'animal hop, et puis un jour on vient le chercher, puis au revoir. Je te laisse le mot de la fin. Moi j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui a envie de s'engager, il n'y a pas de petites actions. C'est qu'un like ou un commentaire sous un post, un partage, à démarrer une mission de bénévolat ou à devenir famille d'accueil, toutes ces actions-là, elles sont nécessaires ensemble pour qu'une association de protection animale puisse exister et avancer. Donc faut pas se culpabiliser parce qu'on est beaucoup dans la comparaison en tant qu'humain en se disant « Ah oui, mais il y a Bidule qui fait ça et moi je fais que ça ». On fait avec qui on est, avec la disponibilité qu'on a. Et si le maximum qui puisse être donné, c'est un like et un « Oh merci » ou « Ah je suis ce que vous faites » ou « Trop mignon ce lapin », et bien c'est déjà énorme. Et vraiment, j'insiste sur les réseaux sociaux, mais avoir des petits commentaires de « Oh trop mignon le lapin », enfin vraiment des fois ça refait une journée. On a passé une journée pourrie, on a passé la journée chez le vétérinaire, on a encore une facture à 4 chiffres à payer. Et puis on poste une petite anecdote marrante ou une petite vidéo mignonne sur un animal, et puis on voit qu'il y a des gens qui réagissent et qui sont sensibles à ça. Et puis en plus on voit ces personnes régulièrement en commentaire et des fois c'est juste le plus beau cadeau, de se dire on n'est pas tout seul. Merci beaucoup Elodie pour ton témoignage. Merci à toi. Vous l'avez compris à travers le témoignage d'Elodie, un like sous un post, c'est 3 fois rien, mais ça peut refaire une journée. Alors n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Moustachu ou sur leur compte Instagram pour liker leurs publications ou leur envoyer un gentil message d'encouragement. Aussi, si vous le pouvez, vous pouvez aider Moustachu financièrement à prendre soin de ses pensionnaires en faisant un don sur Teaming, une plateforme qui permet de donner 1 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don libre sur la cagnotte permanente de Moustachu depuis la plateforme Hello Asso. Et pour découvrir les animaux actuellement à l'adoption chez Moustachu, rendez-vous sur le site Seconde Chance ou contactez directement l'association via leur page Facebook, compte Instagram ou par email association.moustachu@gmail.com. Enfin, si vous souhaitez vous investir bénévolement comme famille d'accueil ou aider l'association dans son fonctionnement, écrivez à la même adresse mail. Je rajouterai tous les liens cités dans les notes de l'épisode. C'était un épisode de L'Écho des Museaux, un podcast imaginé et réalisé par Marine Coez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute précieuse. J'espère que ce podcast vous donne envie d'agir à votre niveau, car chaque action peut faire la différence pour un monde plus bienveillant envers toutes les espèces animales. Si l'épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de laisser des étoiles, des pouces en l'air, un gentil commentaire et de vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez être l'invité de ce podcast ou connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, ou me suggérer une thématique pour un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter à lecodemuseau@gmail.com. Vous pouvez également suivre ce podcast sur les réseaux sociaux. À bientôt!